Je suis vieille. Plus vieille que vos cartes. Plus ancienne que vos peurs. On m'appelle Apus, esprit des sommets. Deux femmes s'approchent. Leurs doigts dansent sur le papier. L'eau bout. La tente frémit. Elles ne savent pas encore ce qui les attend. Ici, je décide. Ouvrir mes sentiers ou les refermer. Murmurer ou me taire. Qui est-ce, Basilio? Qui est-ce? Ce n'est pas une balade. C'est un pacte. Léa, Aurélie, vous voulez m'entendre? Alors écoutez. Car ici commence la voix des Andes. On dit que le voyage ne commence pas sur la route, mais dans un battement de cœur. Celui qui précède le départ, ce frisson d'inconnu qui court sur la peau. C'est à cet instant que l'aventure prend vie. Sur le trek du Santa Cruz, c'est incroyable. Le sac à dos hyper chargé, on ne s'attendait pas à porter aussi lourd. Du coup, on galère un peu, on a voulu faire en autonomie totale. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de tente, le poids de cette couchage, de la nourriture, du réchaud. Et les copines les vaches qui nous entravent le chemin. On n'est pas sorti d'affaire finalement. Est-ce qu'on est sereine, Aurélie, à l'idée de laisser passer des vaches? Bien sûr, vu la taille de leur corne, tout à fait. Il y a des routes que l'on choisit et d'autres qui nous choisissent. Le trek du Santa Cruz, au cœur de la Cordillère Blanche, est de celle-là. 4 jours d'ascension, de froid, de fatigue. 4 jours pour toucher l'essence même de l'aventure. Ici, pas de guide, pas de refuge, juste un sac, une carte, une volonté. L'altitude pèse déjà, l'oxygène se fait rare, mais le véritable défi commence maintenant. Dans une toile de tente, on vient de se poser et il pleut. Donc, on a fait une petite tisane pour se réchauffer. Puis on attend que ça passe et on espère bien dormir ce soir quand même. Le timing n'était pas mauvais, mais bon. Et Aurélie, montre-nous un peu ce que tu as amené dans ton sac. Juste un petit livre de 800 pages, histoire de m'occuper quand il pleut. Tout va bien. Petite popote du matin, lyophilisée, du café, mais bon, surtout un méga soleil, vue sur les montagnes, les gros sommets là-haut. Puis là-bas, il y a l'Alpamayo, on va aller le chercher ce matin pour avoir une petite vue quand même. Là, on est à 4000 mètres sur ce petit campement qu'on a improvisé. On est vraiment toute seule, donc c'est incroyable. Les sommets enneigés, le calme, les oiseaux qui chantent, c'est merveilleux. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans. Moi, je m'appelle Aurélie, j'ai 37 ans. Je travaille principalement en station de montagne, aussi bien été comme hiver. Je suis issue de la Côte d'Azur, donc pas du tout du milieu montagnard à la base, et je travaille dans la communication digitale et la photographie. J'aime les grands espaces naturels, aussi bien les montagnes de basse et de haute altitude, les stations, les grandes plaines, les déserts, tous les espaces naturels immenses et désertiques, j'aime ça. Alors la montagne m'inspire parce que on est seul en fait dans des espaces immenses. Puis on teste ses limites aussi, c'est-à-dire que quand on se retrouve vraiment seul
dans ces milieux-là, et ben on n'a pas forcément le choix. Quoi. Cette sensation de liberté, de gravir des sommets, de voir des points de vue qu'on peut pas voir autrement que par la force des jambes et du corps, et de l'esprit aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup de performances en montagne. Il y a beaucoup de records. Tout le monde veut faire des sommets, tout le monde veut aller plus haut, plus vite aussi. Et en fait, moi j'adore la montagne plaisir et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui aller dans ce sens-là. Profiter de la beauté des lieux et puis prouver que, en tant qu'amatrice de montagne, qui n'est pas issue de ce milieu forcément et qui n'est pas née en montagne, on peut aussi faire de belles choses entre femmes. Bon alors Aurélie, t'as passé une bonne nuit? Tout est relatif. Bonne nuit parce qu'on est dans un cadre somptueux. À part le bruit des oiseaux et de la rivière qui coule, il n'y avait pas d'autre bruit. Par contre, très froid. Vraiment très humide. Mais c'est quand même agréable. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher la lagune qui est à côté de l'Alpa Maio. Donc c'est le premier camp de l'Alpa Maio. Et on veut vraiment voir ça parce que ça a l'air... Ah, l'Alpa Maio. Vous vouliez la voir, hein? Vous, les marcheurs, les rêveurs, les entêtés. Vous pensiez qu'elle vous attendait comme un secret resté intact. Moi, je suis là depuis toujours. Je l'ai vu naître du feu et du temps. Bah voilà, on est arrivé presque vers le camp de base de l'Alpa Maio et on le voit bien. Et on est même en brassière à 4200 mètres, donc la vie est belle. On disait que c'était la plus belle de toutes. Une pyramide parfaite, découpée dans le ciel, si blanche qu'on aurait cru qu'elle brillait de l'intérieur. La montagne ne récompense pas, elle enseigne. Elle rappelle que l'on est petit, infiniment petit. Partir, c'est accepter de ne plus être la même en revenant. C'est écouter ce frisson intérieur qui nous pousse à l'inconnu. Et ici, au cœur des Andes, chaque sommet porte un secret. Et qui voilà, nos amis qui nous observent. On sait jamais si on a un petit peu de bouffe à leur donner. Bon, on vérifie qu'elles nous piquent rien. Mais elles sont un petit peu insistantes quand même. Surtout celle-là. La vaisselle, on ne pouvait pas rêver un meilleur coucher de soleil. Petite vue sympa quand même. Parfois, il faut savoir me laisser. Je vois vos corps fatigués, vos regards qui peinent à suivre la ligne des crêtes. Il n'y a pas de honte à détourner les yeux. Un instant. Alors certains partent, plus bas, là où les sommets s'effacent doucement et où les montagnes se transforment en dunes. Paracas. Un nom qui chante avec le vent. Un désert immense, posé au bord du monde, là où la mer vient caresser les sables rouges, ocre, doré. Moi, je comprends. Je ne suis pas jalouse. Il faut parfois s'éloigner de ce qu'on aime pour mieux y revenir. Vous voilà de retour, pas tout à fait dans mes hauteurs glacées. Ici, les montagnes s'habillent de jungle, d'humidité, de vie qui déborde. Et au creux de ces pics verts se cache une cité. Machu Picchu, la cité perdue. Après le désert, la montagne, nous voilà du coup dans la région du Machu Picchu. Nous sommes partis ce matin à 7h pour commencer l'ascension par le sentier. Donc les 1200 marches à monter. On a eu trop de chance hier parce qu'on est à peine arrivé par le train. On a fait un peu les flemmardes mais ça valait le coup. Et on a eu des tickets directement pour le Machu Picchu aujourd'hui, donc on ne perd pas de temps pour la suite du voyage. Et on file de suite à la cité perdue qu'on a trop hâte de découvrir, ça va être fou. Elle fut bâtie par les Incas, il y a plus de 5 siècles. Perchée là-haut, invisible aux conquérants. Oubliée, puis retrouvée. On dit que c'était un lieu sacré, un refuge, une énigme taillée dans la pierre. Et regardez-la, elle tient toujours, belle,
silencieuses, mystiques. Certaines merveilles ne s'expliquent pas, elles se sentent. On est arrivé en haut de la montagne du Machu Picchu, c'est vraiment impressionnant. On a un vide intersidéral devant nous, avec la cité du Machu Picchu là-bas, la rivière en bas et les montagnes à 360, c'est juste dingue. Incroyable mais effrayant. Ouais. Et vertigineux. On s'attendait pas du tout à une montée pareille. Puis c'est une bonne façon de visiter le Machu Picchu. D'avoir un beau point de vue. Des sentiers battus. Voilà. À 4000 mètres, là où l'air devient plus rare. Après les plaines, après le désert, vous remontez vers les hauteurs glacées, vers l'eau, le lac Titicaca, immense, silencieux, presque irréel. Ici, tout semble figé. Les ânes, les moutons, les bergers. Le temps s'écoule autrement, comme s'il avait oublié de courir. Et au loin, la cordillère royale, une muraille de glace, massive et lumineuse, qui se reflète dans l'eau au coucher du soleil. La Bolivie traverse une crise économique, sociale, mais aussi politique. Bon bah voilà, on est en Bolivie. On a des petits ports USB, donc ça c'est vraiment pratique. N'est-ce pas Aurélie? C'est super. Et on est dans un beau bus Trans del Sur qu'on a réussi à choper de dernière minute pour aller à Toute Pizza malgré les blocages à la base. On va voir ce que ça donne. Il y en a pour 15 heures à peu près. Au milieu de la Bolivie, alors qu'on a déjà fait un détour à cause des manifestants qui avaient allumé le feu. Mais notre chauffeur c'est le meilleur. On va y arriver. Et là on est bien avec. Là il essaye de reculer ou d'avancer, on sait pas trop, mais en tout cas on n'arrive à faire ni l'un ni l'autre. C'est technique hein, cette aventure en Bolivie. Je sais pas combien de temps on va rester ici, mais c'est compliqué. La puerta y vamos a ayudar. Allez, on va pousser. Oh, il y a un mec qui s'est tranché la main. C'est quoi? Il s'est tranché la main. Bon alors petit topo les amis, on est bloqué en plein nulle part au milieu de la Bolivie. Dans un désert, a priori. Dans un désert, ouais. Il y a du sable. Le très bus froid. est embourbé. Le second bus est embourbé. Il n'y a aucun renfort, aucun secours, rien. Parce qu'il y a des blocages dans le pays actuellement. C'était censé ne pas être bloqué ce soir, mais du coup, on a quand même dû prendre une route secondaire qui visiblement n'est pas goudronnée. Et ce qui fait qu'on est à l'arrêt complet. En plus, il y a un blessé parmi les touristes puisqu'il a traversé le pare-brise avec sa main en voulant aider à pousser le bus pour le pousser le sortir. bus. Ouais. Sauf que ça a cassé le pare-brise. Et la main. et la main en sang. Donc Voilà. ça devient très compliqué. Et il est 23h, on est parti à 6h. On a à peine fait 2h30 de route, de vraie route. Sachant qu'initialement il y a 15 heures de bus à faire et qu'on a pris la compagnie la plus sûre et la plus sécurisée. Voilà. Et il n'y a rien qui va. Et ils Voilà. ont une pauvre pelle et des cailloux. Voilà. On sait pas quelle heure on va partir d'ici. On reste positif, mais on n'est pas sûr que la Bolivie veuille de nous. Non, c'est mal engagé pour le moment. On le sent pas trop, donc au-delà de ça, on va peut-être essayer de retourner vers le Pérou. Allez, allez, allez. Nous sommes désormais en Bolivie, dans un endroit unique au monde. On est Au Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel au monde, c'est juste incroyable. On vient de faire le lever de soleil. c'est majestueux, c'est immense. On se sent tout petit. À 4000 mètres, 4100, 4500 4500, on a maxi, tapé ouais. hier. Et il fait froid, il fait très très froid. Ouais, On est moins trop 6 heureuse. sur mon téléphone ce matin.
Mais ça vaut le coup, c'est Ouais. trop beau, c'est unique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gros blocus liés à la politique du pays. Il y a une grosse crise économique actuelle qui est latente depuis très longtemps. Et le problème, c'est que les habitants n'en sortent pas. Donc il y a des blocus de partout. Il y a très peu de routes, très peu d'axes principaux. Ouais. Donc finalement, on se retrouve assez vite bloqué. On change notre itinéraire. On devait rester 2 semaines en Bolivie, faire plus de montagnes, plus de volcans, mais malheureusement, pas. on ne pourra Ouais. pas. On ne pourra C'est ça le pas. voyage, faut s'adapter. Oui, voilà, dans le mot voyage, il y a voyage. On fait beaucoup de routes. Oui, ouais, Ça, mais c'est le voyage la route, c'est ça. ça fait partie de ça. Puis les Beaucoup de routes sont routes. belles avec tous les lamas. Remonter au Pérou et finir en beauté ce voyage au Pérou, retrouver d'autres montagnes qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire. Donc, Encore de belles surprises, je de belles pense. surprises à venir pour ces derniers jours, mais en tout cas, le Salar d'Uyuni, c'est une claque visuelle. À plus de 3600 mètres d'altitude, un monde blanc et infini s'étend à perte de vue. C'est le Salar de Uyuni, un désert de sel cerné de volcans et de montagnes silencieuses, un miroir du ciel où l'on perd ses repères et où l'on se sent si petit, si humble, si privilégié. Mais cette beauté brute cache une réalité plus dure, un pays riche en ressources, en paysages, mais trop souvent oublié. Et ce sol sous nos pieds n'est pas qu'un désert, il renferme l'un des plus grands gisements de lithium au monde, une richesse qui attise les convoitises, mais menace l'équilibre fragile de ces terres uniques. Derrière ces images de rêve, la pauvreté est bien réelle. Elle cohabite avec le silence, le vent et le sel. Ce désert, ces sommets, cette lumière sont un rappel à l'ordre, un cri silencieux. La planète est belle, mais vulnérable. Et ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui pourrait disparaître demain. Et comme quoi, il faut toujours se donner les moyens de réaliser ses rêves. On y croit jusqu'au bout, on est toujours positif malgré les galères. Et on arrive à avoir ce qu'on veut. On a une bonne étoile avec nous parce qu'on est positif, je crois, en fait. Ouais, tout simplement. Et c'est sportif, c'est fatigant, c'est pas des vraies vacances, ça on se le dit tous les jours. Ah oui, oui. On s'est levé à 5h du matin ce matin, il fait moins 10 dehors, on était gelés, on a 2 pantalons sur nous C'est et ça. 3 pulls, et on a froid. N'ayez pas peur, prenez des risques et ça vaut vraiment le coup de Vous s'en sentirez vivant. C'est ça. Mais vraiment. Ouais. Et puis en Bolivie, quelque chose a changé. La lumière était toujours là, les reflets du sel, les montagnes, les visages. Mais dans l'air, il y avait une tension, quelque chose d'indescriptible, quelque chose qui disait « pas maintenant ». La Bolivie, belle, fière, indomptable, mais blessée. Alors, elles ont compris. Parfois, avancer, c'est savoir s'arrêter. Parfois, renoncer, c'est prendre soin de soi et respecter ce qui nous entoure. Ce n'était pas une fuite, c'était un choix, un acte de paix, une manière d'honorer le pays et leur propre intuition. Et on va où, Aurélie? Se balader dans le Chili. On va en direction du désert d'Atacama. Voyager, ce n'est pas cocher des étapes, c'est écouter le monde et soi-même. Je savais que vous reviendriez ici, dans mes plis de pierre et de vent, là où les Quechua murmurent encore les secrets du monde ancien. Je ne promets rien, sauf l'inattendu. Et nous voilà en poncho, petit trek de Losangate qui commence. Première journée, on est magnifique. Voilà. On attend que Basilio nous fasse à manger surtout. On parce a qu'on faim la dalle. depuis 4h du mat. Waouh, incroyable. Le meilleur. Et voilà, on a rangé notre premier campement pour Losangate. Voilà la belle montagne qui s'est enfin dévoilée ce matin.
Là, on prépare tout, les chevaux, on vient de finir le petit déjeuner, il est 6h. Et on va partir à la poursuite du trek. Encore 3 jours pour faire le tour de cette belle montagne. Depuis des générations, les peuples d'Antide avaient appris à vivre en harmonie avec leur environnement. Mais aujourd'hui, la fonte des glaciers bouleverse leur mode de vie, menaçant l'eau dont ils dépendent. Mi nombre es Basilio Chiliwani Gonzalo. Yo vivo en Ausangati. Vine a Ausangati 22 años con turistas. Mucho blanco he visto. Todo esta Sorimani visto blanco. Sí. Y también nieve hay en Guarmisaya. Disminuye de la nieve. Y muchas climáticos muy cambiados. En ese tiempo muchas basuras y muchos plásticos. Después años pasan, agua no hay casi la vida, no hay, poco tenemos la vida. Es una triste no en el Perú, solo mundial. Entonces se llama nativa quichua, Sí. netamente quichua. En las comunidades no hay escuela, Ok. entonces no sabe nada español, cero sí. español. Solo quechua. Solo quichua, Sí. todo. Je les ai vus arriver. Basilio et ses 2 chevaux blancs, Zorro et Blanco. 2 gardiens, fidèles, calmes, comme s'ils connaissaient déjà le chemin. Puis, Léa et Aurélie, 2 femmes simples, vraies, avec le cœur ouvert. Ils ont commencé à marcher vers l'Osangate, la montagne sacrée, celle qui teste les corps autant que les âmes. J'ai vu leur souffle changer, le pas se ralentir. Petit tuto feuille de coca. C'est pas très bon au premier abord, mais c'est super pour le mal des montagnes, donc on mange tous ça. On les mâche, et après on les cale dans la joue. C'est très amer au début. Après ça anesthésie la bouche. Et apparemment ça marche bien contre le mal des montagnes. Donc, Quasiment 4900 mètres d'altitude. voilà, pour dormir au camp 2, pour Au faire le pied tour des de glaciers. glaciers. Ouais. Moi, j'arrive plus à gérer du tout le froid. J'ai tous mes vêtements les plus chauds et il fait froid vraiment tout le temps, même la journée. La tente était entièrement gelée ce matin et on voit que ça a gelé très fort. L'herbe aussi, ça a mis longtemps à dégeler même en marchant ce matin. Je pense qu'on est entre, maximum 4 degrés au plus chaud de la journée, quoi. Puis on se rend compte là de la chance qu'on a en fait, d'une part de vivre ce qu'on vit aujourd'hui, mais surtout d'avoir du confort chez nous et d'avoir du confort en ville, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir... Parce qu'eux, ils ont pas de système de non. chauffage, ils font pas de feu, ils ont pas de cheminée, ils ont pas de radiateur, ils ont rien, ils ont juste leur couverture en laine d'alpaga, de lama, mais c'est tout. Le seul souci, ce qui nous inquiète à chaque fois, c'est la nuit, quoi. Est-ce qu'on va bien dormir? Est-ce qu'on va pouvoir se reposer pour attaquer les kilomètres du lendemain à haute altitude? Et comment gérer ça, parce que c'est vrai que là on en vient à la fin du voyage et on sent le coup de fatigue, d'autant plus dû au froid. Il faut sentir le froid mordre la peau au sommet d'un col, goûter l'oxygène rare à plus de 5000 mètres, écouter la respiration du monde dans le vent qui hurle et dans les rivières qui chantent. Vamos à 5200 mètres. Le mal des montagnes ne choisit pas. Il frappe comme un éclair, sans logique, sans pitié. On est en train de monter un col à 5000 mètres, 5200 mètres. Franchement, c'est pas facile, hein. Plus de souffle, des nausées. Pourtant, ça fait un moment qu'on stationne à 4006, 5000. Là, c'est dur. J'ai hâte de redescendre le col de l'autre côté et de plus remonter. Ah, l'Osangate, pas facile, hein. Même après plusieurs jours d'acclimatation, le corps tremble, la tête cogne et le cœur doute. J'ai vu Basilio s'arrêter, sortir doucement une petite bouteille. Agua de Florida.
un parfum sacré. Il en verse quelques gouttes dans ses mains et murmure une prière. Il frotte les tempes. Puis viennent les feuilles de coca, simples, sèches, légères, mais puissantes. Pachamama va vous aider, mais il faut l'écouter. Là aussi, il y a des lacs glaciaires. On voit bien que le glacier a fondu et a formé un gros lac, donc comme chez nous dans les Alpes. Même à l'autre bout du monde, on voit qu'il y a du changement climatique. Et la montagne est magnifique par contre. Voilà, on est de l'autre côté de l'Osangate là cette fois. En tout cas, Basilio hier nous a fait comprendre que il avait bien vu le changement climatique, puisque lui il est né ici, chez les Quechua. Il est Quechua. Et même dans ces montagnes où il y a peu de pollution, peu d'activité humaine, il perçoit bien le changement climatique et il a bien conscience que c'est au niveau mondial que ça se passe. Chaque jour, ils ont trouvé la force, dans un souffle, dans une main tendue, dans un regard. Et moi, j'ai regardé en silence. Parce qu'ils ne sont pas venus pour prendre. Ils sont venus pour comprendre. Alors oui, je les ai laissés passer. Là on passe un nouveau col à 5100 mètres. Donc on est essoufflé, ça tape. C'est incroyable. Regardez cette couleur de l'eau. Elle ne parlait pas de vitesse, ni de performance. Elle parlait de la montagne comme d'une amie. Elle regardait les Andes comme on regarde quelque chose de sacré, avec lenteur, avec amour. D'autres passaient, en courant presque, les yeux sur leur montre. Mais elle prenait le temps d'un sourire, d'un souffle, d'un silence. Elle s'arrêtait pour parler aux anciens, goûter un maté chaud, écouter les histoires quechua et rire tout doucement, comme quand on se sent à sa place. Elles n'étaient pas là pour conquérir, elles étaient là pour rencontrer la montagne, ses habitants et peut-être aussi un peu elle-même. Ici dans les Andes, on n'accumule rien, on se dépouille et on revient plus léger, plus vrai. Les communautés quechua vous ont offert le silence, le partage et ce sentiment qu'on appelle paix. Je me suis dit, voilà deux âmes qui ont compris que la montagne ne se mérite pas avec des exploits, mais avec du respect, avec de la simplicité, avec un cœur ouvert. Elles marchaient lentement, mais elles allaient loin, dans cette beauté invisible qu'on ne voit que quand on prend le temps. Et même loin d'ici, quand elles fermeront les yeux, elles entendront encore les murmures des montagnes, la voix des Andes.